Le 28 mars 1789, dans une plantation de canne à sucre près de la Nouvelle-Orléans, on découvrit le corps d'un homme dont le crâne avait été écrasé avec une telle violence que ses traits étaient méconnaissables. Selon le rapport du médecin colonial, la force nécessaire pour infliger de telles blessures dépassait celle de tout homme ordinaire. Pourtant, l'auteur de ce meurtre n'était pas un homme, c'était une femme de 2 mètres 3 centimètres, et elle avait utilisé uniquement ses mains nues. Avant de poursuivre cette histoire troublante, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces récits oubliés de l'histoire. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut remonter 5 années en arrière, dans les derniers jours de l'été 1784. La Louisiane française était alors une colonie florissante, enrichie par le commerce triangulaire et la production massive de sucre et d'indigo. Les plantations s'étendaient le long du Mississippi, véritable royaume où les colons français régnaient sur des centaines d'âmes africaines arrachées à leur terre natale. La plantation Belle-Rive appartenait à la famille Fontaine depuis 3 générations. Située à quelques lieues au sud de la Nouvelle-Orléans, elle comptait parmi les plus prospères de la région. 250 arpents de terre fertile, des champs de canne à perte de vue, et une demeure principale qui imitait, avec plus d'ambition que de succès, les châteaux de la Loire. Mais c'était surtout pour son nombre d'esclaves que Belle-Rive était connue. 163 hommes, femmes et enfants travaillaient dans ses champs, ses cuisines, ses ateliers. Le maître de Belle-Rive en 1784 se nommait Augustin Fontaine. Âgé de 42 ans, veuf depuis 6 années, il dirigeait seul son domaine avec une rigueur que certains appelaient discipline et d'autres cruauté. Les registres paroissiaux le décrivent comme un homme de taille moyenne, au visage anguleux marqué par la petite vérole, aux manières brusques. Il portait toujours une canne à pommeau d'argent, non par nécessité, mais comme symbole de son autorité. Cette canne, disait-on dans les quartiers des esclaves, avait goûté au sang de plus d'un dos. Fontaine n'était ni le plus cruel ni le plus clément des maîtres. Il représentait la norme de son époque, cette normalité horrifiante où un être humain pouvait en posséder un autre, où le fouet était un outil de gestion, où la vie et la mort d'une personne dépendèrent d'un caprice. Il tenait ses registres avec minutie, calculant le rendement de chaque esclave comme on calcule celui d'un bœuf ou d'une machine. Et comme tout propriétaire cherchant à maximiser son investissement, il achetait régulièrement de nouveaux esclaves lorsque les négriers arrivaient au port. C'est ainsi qu'au mois d'août 1784, Augustin Fontaine se rendit à la Nouvelle-Orléans pour assister à une vente aux enchères organisée sur les quais. Le navire. Le Rossignol venait d'arriver de Gorée avec sa cargaison humaine. 78 Africains avaient survécu à la traversée. Fontaine cherchait des hommes jeunes et robustes pour remplacer 3 de ses esclaves morts durant l'été, emportés par une fièvre qui avait également décimé une partie du bétail. La chaleur ce jour-là était suffocante. L'air sentait la saumure, la sueur, et cette odeur particulière des navires négriers, cette puanteur de désespoir et de chair meurtrie que même la brise du fleuve ne parvenait pas à dissiper. Les esclaves furent débarqués et alignés sur le quai, enchaînés les uns aux autres, leurs corps marqués par les semaines de traversée dans la cale. Certains pouvaient à peine tenir debout, d'autres fixaient le vide, leur esprit brisé avant même que leur corps ne le soit. Fontaine examina les hommes disponibles avec l'œil froid d'un acheteur de bétail. Il en sélectionna 2, de jeunes constitutions, qui semblaient avoir conservé leur force malgré l'épreuve. Puis, alors qu'il s'apprêtait à conclure son achat, quelque chose attira son attention. À l'extrémité de la ligne, légèrement à l'écart, se tenait une silhouette qui dominait tous les autres de la tête et des épaules. C'était une femme, ou plutôt, ce que les documents de l'époque décrivent comme une femme, car sa stature défiait toute norme.
Elle mesurait 2 mètres 3 centimètres, une taille extraordinaire pour l'époque, rare même parmi les hommes les plus grands. Sa carrure était proportionnée à sa hauteur, des épaules larges, des bras musclés par le travail, des mains immenses. Son visage, émacié par la traversée, conservait néanmoins une certaine jeunesse. On estima plus tard qu'elle avait environ 22 ans à son arrivée. Les autres acheteurs présents ce jour-là l'évitaient. Une femme de cette taille était une anomalie, et les superstitions couraient bon train. Certains murmuraient qu'elle était maudite, d'autres qu'elle était le fruit de quelque union contre nature. Le capitaine du Rossignol, un Nantais du nom de Jérôme Lavigne, racontait qu'elle avait terrorisé l'équipage durant la traversée. Enchaînée dans la cale avec les autres femmes, elle était restée silencieuse, mais sa simple présence créait une tension palpable. Les marins refusaient de s'approcher d'elle plus que nécessaire. Fontaine, lui, ne voyait pas une malédiction. Il voyait une opportunité. Une femme de cette force physique pouvait accomplir le travail de 2 hommes dans les champs. Elle pouvait porter des charges impossibles, travailler plus longtemps, résister davantage. Et surtout, elle coûtait moins cher. Personne d'autre ne semblait vouloir l'acheter. Le commissaire-priseur avait même suggéré de la vendre à un spectacle de curiosité qui parcourait les colonies, mais Fontaine intervint. Il offrit un prix dérisoire. L'offre fut acceptée sans négociation. Les documents de vente conservés dans les archives notariales de la Nouvelle-Orléans jusqu'en 1863, avant d'être détruits dans un incendie, mentionnaient simplement son origine. Côte de l'Or, nom probable, Adé ou Adélaïde selon la transcription chrétienne qui lui fut imposée. Âge estimé 20 à 25 ans. Sexe féminin. Taille exceptionnelle notée comme 2 mètres et 2 pouces dans la mesure française de l'époque. Aucune mention de famille, aucune histoire personnelle. Elle n'était qu'un numéro dans un registre, une propriété qui changeait de main. Le retour à Bellerive prit 2 jours. Fontaine fit enchaîner ses 3 nouvelles acquisitions à l'arrière de sa charrette. Les 2 hommes marchèrent en silence, épuisés, résignés. Adélaïde, comme Fontaine avait décidé de l'appeler, marchait elle aussi sans un mot, sa haute silhouette se découpant contre le ciel de Louisiane. Les esclaves de la plantation, lorsqu'ils la virent arriver, s'arrêtèrent dans leur travail. Jamais ils n'avaient vu une femme de cette taille. Le régisseur de Bellerive, un mulâtre libre nommé Philippe Girard qui servait d'intermédiaire entre le maître et les esclaves, reçut l'ordre d'assigner Adélaïde au champ de canne. C'était le travail le plus dur de la plantation, celui qui tuait le plus vite. Couper la canne sous le soleil brûlant de Louisiane, du lever au coucher du jour, avec une pause d'1 heure à midi. Les mains se couvraient de coupures qui s'infectaient. Le dos se brisait sous le poids des charges, les pieds s'enfonçaient dans la terre humide jusqu'à ce que les chevilles enflent et saignent. Adélaïde fut conduite au quartier des esclaves, une série de cabanes en bois, aux toits de palmiers alignés derrière la demeure principale. On lui assigna un espace dans la cabane des femmes seules, un coin sur un sol de terre battu avec une mince couverture. Les autres femmes l'observaient avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Sa taille la rendait étrangère, presque menaçante. Dans un monde où tout le monde était déjà autre, elle était encore plus autre. Durant les premières semaines, Adélaïde travailla en silence. Elle ne parlait à personne, ne se plaignait jamais, ne pleurait pas. Les contremaîtres, 2 blancs pauvres venus de France pour chercher fortune et qui avaient trouvé leur place en brutalisant ceux encore plus démunis qu'eux, la surveillaient avec méfiance. Sa force physique était indéniable. Elle portait des charges que 2 hommes peinaient à soulever. Elle travaillait sans ralentir alors que d'autres s'effondraient. Mais c'était précisément cette force qui les inquiétait. Un esclave fort est un esclave dangereux. C'est un principe que Fontaine connaissait bien. La force devait être brisée, domptée, transformée en soumission. Ce n'était pas la force physique qui menaçait l'ordre de la plantation, c'était l'esprit qui l'animait. Et l'esprit d'Adélaïde, malgré son silence, semblait intact. Le premier incident survint au bout d'1 mois. Un des contremaîtres,
Un homme du nom de Luc Thierry, connu pour sa brutalité particulière envers les femmes esclaves, décida qu'Adélaïde n'avait pas travaillé assez vite ce jour-là. Le quota de canne coupée était pourtant atteint, mais Thierry cherchait un prétexte. Il ordonna à Adélaïde de s'approcher. Elle obéit. Il leva son fouet. Ce qui se passa ensuite fut rapporté de différentes manières selon les témoins. Selon Thierry lui-même, Adélaïde avait levé la main pour se protéger et le fouet s'était enroulé autour de son bras. Elle avait alors tiré d'un coup sec et le contremaître, tenant fermement le manche, s'était retrouvé déséquilibré, tombant face contre terre. Selon les autres esclaves présents dans le champ, Adélaïde n'avait fait qu'un geste de défense naturelle, mais sa force était telle que Thierry, surpris, avait perdu prise et était tombé. Quelle que soit la vérité, le résultat fut le même. Thierry se releva humilié, enragé. Il se précipita vers Adélaïde, son fouet levé, prêt à la frapper jusqu'à ce qu'elle supplie. Mais avant qu'il ne puisse donner le premier coup, elle le regarda. Juste le regarda. Et dans ce regard, selon les témoignages, il y avait quelque chose qui glaça Thierry sur place. Pas de la peur, pas de la soumission, quelque chose d'autre. Quelque chose qui disait qu'elle pourrait, si elle le voulait, le briser comme une brindille. Thierry recula. Il recula, et ce fut peut-être la première fois de sa vie qu'il recula devant un esclave. Il se ressaisit rapidement, crachant des insultes, menaçant de la faire fouetter par d'autres. Mais il ne la toucha pas lui-même. Et tous ceux qui assistèrent à la scène comprirent quelque chose de fondamental. Adélaïde ne serait pas brisée facilement. L'incident fut rapporté à Fontaine le soir même. Le maître de Bellerive écouta le récit de Thierry, nota la nervosité dans sa voix, et prit une décision. Plutôt que de punir Adélaïde immédiatement, il ordonna qu'elle soit surveillée de près. Il voulait observer, comprendre. Une esclave de cette force, si elle pouvait être véritablement domptée, serait infiniment plus précieuse que si elle était simplement brisée. Les mois qui suivirent établirent une routine étrange à Bellerive. Adélaïde travaillait sans relâche, accomplissant plus que sa part, ne causant aucun trouble apparent. Mais sa présence même était une forme de résistance silencieuse. Les autres esclaves commencèrent à l'appeler différemment. Pas Adélaïde, nom imposé par les Blancs, mais Dayo, un nom qu'elle avait murmuré une fois dans son sommeil et qu'une vieille femme de sa cabane avait reconnu comme signifiant « La joie arrive » dans une langue de son pays natal. Dayo. Ce nom circulait en secret parmi les esclaves. C'était un petit acte de rébellion, une façon de lui rendre son humanité, son identité volée. Dans les champs, dans les cuisines, dans les ateliers, on parlait de Dayo, de sa force, de son silence, de ce regard qu'elle avait lancé à Thierry. Les histoires s'amplifiaient, se transformaient en légendes. On disait qu'elle venait d'une tribu de guerrières. On disait que dans son pays, elle avait été une princesse. On disait qu'elle attendait le bon moment. Fontaine observait tout cela avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Il n'était pas stupide. Il comprenait que quelque chose se passait autour de cette femme, quelque chose qui échappait au contrôle habituel de la plantation. Mais elle travaillait, elle obéissait. Elle ne causait aucun problème direct. Alors il attendait lui aussi. L'hiver 1784 à 1785 fut inhabituellement froid pour la Louisiane. Les nuits devenaient glaciales, et dans les cabanes mal isolées, les esclaves grelottaient sous leurs maigres couvertures. Ce fut durant cet hiver qu'une jeune fille tomba malade. Elle se nommait Marie-Thérèse, une enfant d'une douzaine d'années née à la plantation, fille d'une cuisinière. La fièvre la prit soudainement, son corps brûlant dans le froid de la nuit. Les esclaves avaient leurs propres remèdes, des connaissances transmises de génération en génération, des herbes, des prières. Mais cette fièvre résistait à tout. L'enfant délirait, appelant sa mère entre des sanglots. Le régisseur fut informé. Il répondit que si l'enfant ne pouvait pas travailler, elle ne méritait pas les ressources d'un médecin. C'était une question économique simple. Une enfant malade était une perte. Mieux valait la laisser mourir et en élever une autre. Ce fut Dayo qui intervint.
Pour la première fois depuis son arrivée, elle parla. Elle s'adressa à la mère de l'enfant dans un français haché, demandant la permission de s'occuper de la petite. La mère, désespérée, accepta. Cette nuit-là, Dayo resta éveillée auprès de Marie-Thérèse. Elle avait trouvé, Dieu sait où, certaines plantes qui poussaient près du bayou. Elle prépara une infusion amère qu'elle fit boire à l'enfant goutte par goutte. Elle enveloppa son petit corps dans sa propre couverture, la berçant doucement, fredonnant une mélodie qui venait d'un autre monde. Au matin, la fièvre avait baissé. 3 jours plus tard, Marie-Thérèse était debout, faible, mais vivante. Cet événement changea quelque chose à Bellerive. Dayo n'était plus seulement la géante silencieuse, elle était devenue autre chose, une protectrice. Une figure vers laquelle on pouvait se tourner. Les enfants de la plantation commencèrent à la suivre. Pas ouvertement, car tout attachement entre esclaves était découragé, mais ils trouvaient des moyens d'être près d'elle. Quand elle travaillait au champ, ils jouaient non loin. Quand elle rentrait le soir, ils couraient derrière sa haute silhouette. Elle ne leur montrait pas d'affection manifeste, mais parfois, très rarement, elle posait sa grande main sur la tête d'un enfant. Un geste bref, presque imperceptible, qui pour eux valait toutes les caresses du monde. Fontaine observait cela aussi, et cela le dérangeait. Une esclave isolée peut être contrôlée. Une esclave autour de laquelle gravitent les autres devient un centre, un pôle, quelque chose de dangereux. Il décida d'agir. Au printemps 1785, Fontaine convoqua Dayo à la grande maison. C'était la première fois qu'elle y pénétrait. L'intérieur était frais, presque luxueux selon les standards coloniaux. Des meubles importés de France, des portraits au mur, des tapis sur le sol. Dayo fut conduite au bureau du maître, une pièce sombre aux fenêtres fermées malgré la chaleur du dehors. Fontaine était assis derrière son bureau massif. Il ne leva même pas les yeux quand elle entra. Il termina d'écrire quelque chose dans son registre, posa sa plume, puis finalement la regarda. Elle se tenait debout devant lui, immense même à plusieurs mètres de distance, sa tête touchant presque les poutres du plafond. Ce qui se dit exactement dans ce bureau, personne ne le sait avec certitude. Mais les domestiques qui servaient dans la maison rapportèrent plus tard certains fragments. Fontaine parla longtemps. Il expliqua à Dayo sa place dans l'ordre des choses. Il lui rappela qu'elle était sa propriété, que sa vie lui appartenait, que tout geste de rébellion serait puni non seulement sur elle, mais sur ceux qu'elle semblait protéger. Les enfants qu'elle aimait pouvaient être vendus. La mère de Marie-Thérèse pouvait être fouettée. Les autres esclaves qui la suivaient pouvaient être affamés. C'était une technique classique. Isoler l'esclave rebelle en faisant peser la menace sur les autres. Utiliser l'empathie comme une arme. Fontaine pensait avoir trouvé la faiblesse de Dayo. Elle tenait aux autres. Il pensait pouvoir la contrôler par cette faiblesse. Dayo écouta sans dire un mot. Quand Fontaine eut terminé, il lui ordonna de parler, de dire qu'elle avait compris. Alors, pour la première fois, elle le regarda vraiment. Et dans ce regard, Fontaine vit quelque chose qui le fit frissonner malgré lui. Ce n'était pas de la haine, ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de bien plus ancien, de bien plus profond. C'était une reconnaissance. La reconnaissance qu'elle savait exactement qui il était, ce qu'il représentait et ce qu'elle devrait faire un jour. Elle dit simplement « Je comprends, maître ». Puis elle sortit. L'été 1785 fut un des plus chauds dont on se souvienne en Louisiane. La chaleur était écrasante, l'air si lourd qu'il semblait difficile de respirer. Dans les champs de canne, le soleil transformait le travail en torture. Plusieurs esclaves s'effondrèrent, 2 moururent. Fontaine ordonna que le rythme de travail soit maintenu. La saison de coupe approchait, et il ne pouvait pas se permettre de retard. C'est durant cet été que commencèrent les rumeurs étranges. Des esclaves rapportaient avoir entendu des chants la nuit, venant de la direction du bayou. Des chants dans des langues que personne ne reconnaissait, des mélodies qui donnaient la chair de poule. Certains juraient avoir vu des silhouettes se déplacer dans l'obscurité, se rassemblant près de l'eau avant de disparaître. Fontaine pensa d'abord à des réunions secrètes, peut-être une préparation de fuite. Les évasions étaient rares mais pas impossibles.
Le bayou offrait un chemin vers la liberté pour ceux assez courageux ou désespérés pour risquer les alligators, les serpents et les patrouilles. Mais après enquête, rien de concret ne fut trouvé. Les esclaves niaient tout. Les contremaîtres patrouillaient la nuit sans rien découvrir. Pourtant, quelque chose changeait à Belle-Rive. C'était subtil, presque imperceptible, mais réel. Les esclaves travaillaient toujours, obéissaient toujours, mais il y avait dans leur attitude une résistance nouvelle, un ralentissement calculé, une maladresse opportune, des outils qui se brisaient plus souvent, des récoltes qui se gâtaient mystérieusement. Et au centre de tout cela, silencieuse, impassible, se tenait Dayo. Fontaine devint obsédé par elle. Il la faisait surveiller constamment. Il interrogeait les autres esclaves à son sujet. Il cherchait une preuve, n'importe laquelle, qu'elle orchestrait quelque chose. Mais Dayo ne faisait rien. Elle travaillait. Elle rentrait à sa cabane. Elle dormait. Le lendemain, elle recommençait. Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à laisser un like et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre engagement nous aide énormément. Au mois de septembre, un événement vint bouleverser la dynamique de Belle-Rive. Augustin Fontaine reçut la visite de son frère cadet Édouard, arrivé de France. Édouard n'était jamais venu en Louisiane auparavant. Il vivait à Paris d'une rente familiale, joueur, libertin, couvert de dettes. Il venait chercher de l'argent, comme toujours. Augustin accueillit son frère avec une froideur polie. Les deux hommes ne s'aimaient pas. Édouard représentait tout ce qu'Augustin méprisait, la faiblesse, l'oisiveté, le gaspillage. Édouard, de son côté, voyait en son frère aîné un rustre enrichi dans le commerce le plus vil, un tyran de province jouant au seigneur sur un tas de boue. Édouard resta à Belle-Rive plusieurs semaines, le temps de négocier une nouvelle avance sur son héritage. Durant ce séjour, il découvrit avec un mélange d'horreur et de fascination la réalité de la plantation. Paris avait ses salons où l'on débattait philosophiquement de l'abolition de l'esclavage. Belle-Rive lui montra ce que ces débats signifiaient en pratique. Ce fut Édouard qui vit Dayo pour la première fois et qui, stupéfait par sa taille, demanda à son frère des explications. Augustin raconta son acquisition, sa force, son utilité. Édouard voulut la voir de plus près. Augustin, amusé par la curiosité morbide de son frère, fit venir Dayo à la grande maison. Elle entra dans le salon où les deux frères prenaient leur cognac. Édouard se leva, bouche ouverte. Même après avoir été prévenu, sa stature le choquait. Il tourna autour d'elle comme autour d'une curiosité de foire, commentant sa taille, sa carrure, se demandant à haute voix comment une telle anomalie était possible. Dayo resta immobile, le regard fixé sur le mur devant elle. Mais ses mains, ses immenses mains, se serraient et se desserraient lentement. Un geste presque imperceptible que seul Augustin remarqua. Édouard, enhardi par l'alcool et la présence de son frère, commit alors une erreur. Il s'approcha de Dayo et tendit la main pour toucher son bras, comme pour vérifier qu'elle était réelle. Au moment où ses doigts effleurèrent sa peau, Dayo bougea. Ce n'était qu'un léger recul, un infime mouvement d'évitement, mais l'intention était claire. « Ne me touche pas ». Le silence qui suivit fut épais. Édouard, sobrant soudain, recula lui aussi. Augustin se leva, sa main se refermant sur le pommeau de sa canne. Sa voix, quand il parla, était glaciale. « Tu as oublié ta place ». Il ordonna qu'on l'emmène. Dayo sortit sans un mot. Cette nuit-là, Augustin décida que l'exemple devait être fait. Pas une punition physique, quelque chose de plus efficace. Le lendemain matin, il fit rassembler tous les esclaves devant la grande maison. Marie-Thérèse, la petite fille que Dayo avait sauvée, fut amenée devant la foule. Augustin annonça que l'enfant serait vendu. Elle partirait le mois suivant pour une plantation dans le nord, loin de sa mère, loin de tous ceux qu'elle connaissait. Ce n'était pas une punition pour l'enfant, précisa-t-il. C'était une leçon sur ce qui arrive quand on oublie sa place. Il regarda Dayo pendant qu'il parlait. Il voulait voir sa réaction,
voir la douleur dans ses yeux. Mais Dayo ne bougea pas. Son visage resta impassible. Seuls ceux qui étaient très près d'elle purent entendre le son qui sortit de sa gorge. Un son presque inaudible, quelque chose entre un soupir et un grognement, comme une tempête retenue. La mère de Marie-Thérèse s'effondra, hurlant. D'autres femmes la retinrent. L'enfant pleura, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait mais sentant la terreur autour d'elle. Dayo, elle, ne fit rien. Elle se contenta de regarder Augustin Fontaine. Et ce regard, selon plusieurs témoins, dura une éternité. Les semaines qui suivirent furent étranges. La tension à Bellerive était palpable, comme l'électricité dans l'air avant un orage. Les esclaves parlaient peu, travaillaient en silence, mais ce silence n'était plus soumission, c'était attente. Édouard repartit pour la Nouvelle-Orléans début octobre, emportant l'argent qu'il était venu chercher. Avant de partir, il eut une dernière conversation avec son frère. Il lui dit, avec une lucidité surprenante pour un homme généralement dissolu, qu'il faisait une erreur avec la géante, qu'il y avait dans ses yeux quelque chose de dangereux, qu'un animal qu'on pousse trop loin finit toujours par mordre. Augustin rit. « Ce n'est pas un animal, répondit-il, c'est une esclave, et les esclaves obéissent ou meurent. » La vente de Marie-Thérèse devait avoir lieu le 15 novembre. Un marchand de Charleston devait venir la chercher. La mère de l'enfant passa ses derniers jours à la serrer contre elle, pleurant, priant, maudissant un Dieu qui permettait de telles choses. Les autres esclaves lui apportaient ce qu'ils pouvaient, un peu de nourriture supplémentaire, des mots de réconfort qui sonnaient creux. Dayo, elle, continua à travailler. Mais quelque chose avait changé en elle. Ceux qui la côtoyaient le sentaient. Sa présence était devenue plus lourde, plus dense, comme si elle contenait quelque chose d'énorme qui cherchait à sortir. La nuit, dans la cabane, on l'entendait murmurer dans une langue inconnue, des mots qui ressemblaient à des prières ou à des serments. Le 10 novembre, 5 jours avant la vente prévue, un incident étrange se produisit. Augustin Fontaine rentrait à cheval de la Nouvelle-Orléans où il était allé régler des affaires. La nuit était tombée. Le chemin qui menait à Bellerive traversait une zone boisée, sombre, même en plein jour. Alors que Fontaine approchait de la plantation, son cheval se cabra soudainement, hennissant de terreur. Devant lui, sur le chemin, se tenait une silhouette, immense, immobile. Dans l'obscurité, on ne distinguait qu'une forme, mais Fontaine sut immédiatement qui c'était. « Dayo » appela-t-il, sa voix moins assurée qu'il ne l'aurait voulu. « Que fais-tu ici ?» Elle ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder. Le cheval refusait d'avancer, reculant même. Fontaine, nerveux, porta la main à son pistolet accroché à sa selle. « Retourne au quartier immédiatement, où tu seras fouetté. » Lentement, sans dire un mot, Dayo s'écarta du chemin et disparut dans l'obscurité des bois. Fontaine attendit plusieurs minutes, son cœur battant fort dans sa poitrine, avant de faire avancer sa monture. Quand il arriva à la grande maison, il était pâle, en sueur. Il ordonna que Dayo soit enfermée pour la nuit, mais quand les contremaîtres allèrent la chercher, elle était déjà dans sa cabane, apparemment endormie. Plusieurs esclaves jurèrent qu'elle n'avait pas quitté les quartiers de la soirée. Mais Fontaine savait ce qu'il avait vu. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis dans son bureau, son pistolet chargé posé devant lui, sursautant à chaque bruit. Pour la première fois de sa vie, Augustin Fontaine eut peur dans sa propre maison. Le lendemain, il prit une décision. Dayo devait partir. Il ne pouvait pas la tuer, ce serait gaspiller un investissement, mais il pouvait la vendre. Il envoya un message à un négociant qu'il connaissait, spécialisé dans les cas difficiles. L'homme achèterait Dayo et la revendrait dans une plantation du Nord, ou peut-être à un de ses spectacles itinérants. Peu importait. Elle serait loin de Bellerive. La transaction devait se conclure le 20 novembre, 5 jours après la vente de Marie-Thérèse. Fontaine se félicita de sa décision. Il avait résolu le problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. Il reprit sa routine, rassuré, convaincu d'avoir repris le contrôle. Il ne savait pas qu'il lui restait moins de 3 semaines à vivre. Le 15 novembre arriva. Le marchand de Charleston n'apparut pas.
Un message arriva dans l'après-midi. Il avait été retardé, il viendrait le lendemain. Puis le lendemain, un autre message. Encore un jour de délai. Cela continua plusieurs jours. Le marchand avait des problèmes avec d'autres transactions. Puis son cheval boita. Puis il tomba malade. Une série de contretemps inexplicables qui repoussaient constamment l'arrivée. Fontaine enrageait. Chaque jour de retard était une torture pour la mère de Marie-Thérèse, et cette torture se répandait parmi tous les esclaves. L'atmosphère à Bellerive devenait insupportable. Même les contremaîtres se plaignaient. Quelque chose n'allait pas, disait-il. Les esclaves étaient trop calmes. C'était le genre de calme qui précède l'explosion. Le 20 novembre, le négociant qui devait acheter Daillot arriva enfin. C'était un homme épais, au visage marqué par l'alcool, qui sentait la sueur et le tabac. Il examina Daillot comme on examine un cheval. Il palpa ses bras, lui fit ouvrir la bouche pour vérifier ses dents, la fit marcher d'un bout à l'autre de la cour pour évaluer sa démarche. Daillot supporta tout cela sans réagir, son regard fixé sur un point au loin. Le négociant fit une offre. Elle était basse, bien en dessous de ce que Fontaine espérait, mais il accepta. Il voulait que cette femme parte, le plus vite possible. La transaction serait finalisée le lendemain. Le négociant paiement et emmènerait Daillot. Cette nuit-là, la dernière nuit de Daillot à Bellerive, quelque chose d'étrange se produisit. Les esclaves rapportèrent plus tard que tous les chiens de la plantation se mirent à hurler en même temps, vers minuit. Un hurlement prolongé, désespéré, comme s'ils sentaient quelque chose d'invisible approcher. Puis, soudainement, ils se turent. Un silence absolu tomba sur Bellerive. Dans ce silence, Augustin Fontaine se réveilla. Il ne savait pas pourquoi. Aucun bruit ne l'avait tiré du sommeil, aucun cauchemar. Il était simplement réveillé, dans l'obscurité de sa chambre, avec la certitude inexplicable que quelque chose n'allait pas. Il alluma une lampe. La flamme projeta des ombres dansantes sur les murs. Fontaine se leva, enfila sa robe de chambre, prit son pistolet. Il ouvrit la porte de sa chambre et sortit dans le couloir. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Il descendit l'escalier, ses pas résonnant sur le bois. Il traversa le salon, regarda par les fenêtres vers les quartiers des esclaves. Tout semblait normal. Les cabanes étaient plongées dans l'obscurité. Rien ne bougeait. Pourtant, cette sensation persistait. Cette certitude que quelque chose était là, quelque part, attendant. Fontaine retourna à l'étage. Il regagna sa chambre, ferma la porte, la verrouilla. Il posa son pistolet sur sa table de nuit et se recoucha, la lampe toujours allumée. Il resta ainsi, les yeux ouverts, fixant le plafond, jusqu'à ce que l'aube commence à poindre. Rien ne s'était passé. Tout était normal. Il avait imaginé des choses. Demain, Daillot partirait, et tout rentrerait dans l'ordre. Le 21 novembre 1785, Augustin Fontaine se leva comme d'habitude. Il fit sa toilette, s'habilla, descendit prendre son petit déjeuner. Il était de meilleure humeur. Le négociant viendrait dans l'après-midi chercher Daillot. Le marchand de Charleston avait finalement confirmé qu'il viendrait le 25 pour Marie-Thérèse. Tout était organisé. Les problèmes seraient résolus. À midi, il déjeuna seul, comme toujours depuis la mort de sa femme. L'après-midi, il travailla dans son bureau, examinant ses registres, calculant les profits de la saison. À 18 heures, un des domestiques l'informa que le négociant était arrivé et attendait dans le salon. Fontaine rangea ses papiers et descendit. Mais dans le salon, il ne trouva pas le négociant. Il trouva Philippe Girard, son régisseur, qui l'attendait avec une expression inquiète. « Où est-il » demanda Fontaine. « Il n'est pas venu, maître, » répondit Girard. « Un message est arrivé. Son cheval s'est blessé en route. Il viendra demain. » Fontaine sentit la colère monter. Encore un retard. Toujours des retards. « Bien, » dit-il froidement. « Daillot reste enchaîné cette nuit. Je ne veux prendre aucun risque. »« Maître, » commença Girard, hésitant, « peut-être serait-il sage de poster des gardes supplémentaires. Les esclaves sont... agités. » « Agités » Fontaine rit amèrement. « Ils sont toujours agités, ce n'est pas nouveau.
Fais ce que je t'ai dit, enchaîne-la. Girard s'inclina et sortit. Fontaine resta dans le salon, se versant un verre de rhum. Il le but d'un trait, puis s'en versa un autre. La nuit tombait, une nuit sans lune, particulièrement obscure. Ce que Fontaine ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que durant les semaines précédentes, durant toutes ces nuits où il entendait des chants étranges du côté du bayou, quelque chose s'était organisé. Des plans avaient été faits, des serments avaient été prononcés. Et au centre de tout cela, silencieuse mais omniprésente, se tenait Dayo. La nuit du 21 novembre 1785 était d'un noir d'encre. Pas de lune, pas d'étoiles visibles, juste une obscurité épaisse qui semblait avoir une substance propre. Dans sa cabane, Dayo était enchaîné par les chevilles à un anneau scellé dans le sol. Les chaînes étaient épaisses, conçues pour retenir un homme de forte carrure. Elles auraient dû être suffisantes. À minuit, les chiens se remirent à hurler. Cette fois, Fontaine les entendit depuis sa chambre. Il se leva, agacé, et cria par la fenêtre qu'on les fasse taire. Quelqu'un dans les quartiers des esclaves obéit. Les hurlements cessèrent. Le silence retomba. Fontaine retourna se coucher. Il avait bu plus que d'habitude ce soir-là, cherchant à calmer son anxiété inexplicable. Le sommeil vint rapidement, lourd, trouble. Il ne sait pas combien de temps il dormit. 1 heure, 2. Quand il se réveilla, ce fut brutalement, avec la sensation que quelque chose n'allait pas. Sa chambre était toujours plongée dans l'obscurité. La lampe qu'il avait laissée allumée s'était éteinte. Il tendit la main vers sa table de nuit pour trouver des allumettes. Sa main rencontra le bois, tâtonna, cherchant. C'est alors qu'il entendit le son. Un souffle, lent, régulier. Le souffle de quelqu'un qui respire calmement, sans hâte. Il y avait quelqu'un dans sa chambre. La terreur le saisit, glaciale, absolue. Il resta figé, sa main toujours tendue vers la table de nuit. Son pistolet. Où était son pistolet? Il devait être là, juste là, à côté de la lampe. Ses doigts cherchèrent frénétiquement. « Vous cherchez ceci, maître ?» La voix venait de l'obscurité. Une voix de femme, grave, calme, avec un accent que Fontaine ne parvenait pas à situer, la voix de Dayo. Fontaine voulut crier, appeler à l'aide, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Comment était-elle là? Comment avait-elle brisé ses chaînes? Comment était-elle entrée dans la maison, dans sa chambre? Il entendit un bruit métallique. Le pistolet composait sur le sol, loin. « N'ayez pas peur, » dit la voix. « Pas encore. » Fontaine sentit quelque chose bouger dans l'obscurité. Une masse se déplaçait, énorme, se rapprochant. Il recula dans son lit jusqu'à ce que son dos touche le mur. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. « Que veux-tu » réussit-il enfin à articuler. « Vous le savez » répondit Dayo. Il y eut un silence. Puis, Fontaine sentit quelque chose toucher le bord de son lit. Une main, une immense main qui tâtonnait, qui le cherchait. Il se recroquevilla, essayant de devenir le plus petit possible. « S'il vous plaît » murmura-t-il. « Je te libère. Tu es libre. Tu peux partir. Prends de l'argent, prends ce que tu veux, mais va-t'en. » « Libre » répéta Dayo, et il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement dans sa voix. « Vous pensez pouvoir me donner ce qui m'appartient déjà ?» La main le trouva. Elle se referma sur son bras. La force était incroyable. Il sentit ses os grincer sous la pression. Il cria, enfin, un cri perçant qui déchira le silence de la nuit. « Ils vont venir » haleta-t-il. « Les contremaîtres, les gardes, ils vont venir. » « Non, » dit Dayo simplement. « Ils ne viendront pas. » Et c'était vrai. Personne ne vint. Les cris de Fontaine résonnèrent dans la maison vide, dans la nuit vide. Parce que dans les quartiers des esclaves, quelque chose s'était passé. Les contremaîtres dormaient d'un sommeil étrangement profond, leur boisson de la soirée ayant été généreusement additionnée de substances que les esclaves connaissaient bien. Les chiens avaient été nourris de viande empoisonnée.
Les portes de la grande maison avaient été déverrouillées de l'intérieur par un des domestiques. Tout avait été préparé. Fontaine se débattit. Il essaya de frapper, de griffer, de mordre. Mais c'était comme lutter contre une montagne. Dayo le tira hors du lit avec une facilité déconcertante. Il tomba sur le sol, son corps frêle comparé à sa stature paraissant soudain ridiculement fragile. « Marie-Thérèse, dit Dayo, l'enfant que vous vouliez vendre. »« Je ne la vendrai pas, cria Fontaine. Je te le jure, elle restera ici. »« Non, dit Dayo, elle restera ici, mais vous ne verrez pas cela. » Elle le traîna vers la fenêtre, ses doigts comme des serres autour de son bras. Fontaine gémissait, tentait de résister, mais ses efforts étaient pathétiques face à cette force. Dayo le souleva sans difficulté apparente, le tenant d'une seule main par le col de sa chemise de nuit, ses pieds pendant dans le vide, incapable de toucher le sol. Elle le porta jusqu'à la fenêtre de sa chambre, cette fenêtre qui donnait sur les quartiers des esclaves. D'un geste brusque, elle ouvrit les volets. La nuit entra dans la pièce, apportant avec elle l'odeur de la terre humide et de la canne à sucre. Elle le tint là, face à l'extérieur, le forçant à regarder. Dans l'obscurité, on distinguait des silhouettes, des dizaines de silhouettes. Tous les esclaves de Belle-Rive étaient sortis de leur cabane et se tenaient en silence, regardant vers la grande maison, regardant vers la fenêtre. Ils ne faisaient rien. Ils ne bougeaient pas. Ils étaient simplement là, témoins silencieux de ce qui était en train de se passer. Même les enfants étaient là, tenant la main de leur mère, leurs petits visages levés vers la fenêtre éclairée. « Regardez-les » murmura Dayo à l'oreille de Fontaine. Sa voix était douce maintenant, presque tendre, ce qui la rendait encore plus terrifiante. « Regardez ceux que vous pensiez posséder. Combien de fois avez-vous regardé par cette fenêtre en pensant que tout cela vous appartenait? Les terres, les champs, les âmes. Mais vous vous trompiez, maître. Vous avez toujours eu tort. » Fontaine tremblait de tout son corps. Des sanglots secouaient sa poitrine. « Pitié !» articula-t-il entre deux hoquets. « Au nom de Dieu, pitié !»« Dieu ?» répéta Dayo. Il y eut un long silence. « Vous invoquez Dieu maintenant ? Où était-il quand vous arrachiez les enfants à leur mère? Où était-il quand vous marquiez la chair humaine au fer rouge? Où était-il quand vous écrasiez ceux qui ne pouvaient plus travailler? » Elle le tira en arrière, le ramenant au centre de la pièce. Fontaine se débattit une dernière fois, trouvant dans la terreur absolue une force désespérée. Il parvint à se libérer une seconde, tomba sur le sol, rampa vers la porte. Ses doigts touchèrent la poignée. Dayo le rattrapa. Ses mains se refermèrent sur ses chevilles, et elle le tira en arrière comme on tire un sac. Fontaine hurla, ses ongles raclant le bois du plancher, y laissant des marques qui seraient découvertes plus tard et qui témoigneraient de ses derniers instants de lutte. Elle le retourna. Dans l'obscurité, il ne pouvait voir son visage, mais il sentait sa présence, massive, implacable. Elle s'agenouilla près de lui, et même agenouillée, elle le dominait complètement. « Vous avez dit que les esclaves obéissent ou meurent, » dit-elle, sa voix toujours étrangement calme. « Ce soir, vous apprendrez qu'il existe une troisième voie. Ce soir, vous comprendrez que certaines dettes doivent être payées. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» souffla Fontaine, sa voix à peine audible. « Je vais vous montrer ce que ressentent ceux que vous avez brisés, » répondit Dayo. « Je vais vous montrer l'impuissance, la terreur, la certitude que personne ne viendra vous sauver, que vos cris ne servent à rien, que votre vie ne vaut rien aux yeux de celui qui vous tient. » Elle posa ses mains sur son crâne. Ces immenses mains qui avaient coupé des tonnes de canne, qui avaient porté des charges impossibles, qui avaient survécu à l'enfer du navire négrier et au champ de Louisiane. Fontaine sentit la pression, d'abord légère, presque douce. « Non, » chuchota-t-il. « Non, 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 s'il te plaît. » La pression augmenta, progressivement, inexorablement. Fontaine voulut détourner la tête, mais ne le put pas. Les mains le maintenaient fermement.
Il leva ses propres mains, essayant de repousser celles de Dayo, mais c'était comme essayer de repousser des colonnes de pierre. La douleur commença. Une douleur sourde d'abord, puis de plus en plus intense. Fontaine sentit quelque chose céder dans son crâne, un craquement infime qui se répercuta dans tout son être. Il essaya de crier, mais le son qui sortit de sa gorge n'était plus humain. Les détails exacts de ce qui suivit sont difficiles à établir. Le médecin qui examina le corps plus tard nota que la mort avait été causée par un traumatisme crânien massif. Le crâne d'Augustin Fontaine avait été écrasé, pas avec un objet contondant, pas avec un outil, avec des mains qui avaient serré, pressé, broyé avec une force qu'aucun homme ordinaire ne pouvait générer. Le rapport médical, que l'on peut encore consulter dans les archives de la Nouvelle-Orléans, décrit avec une précision clinique les fractures multiples, l'enfoncement de l'os temporal, la compression du crâne qui avait littéralement réduit son volume. Le médecin nota qu'une telle destruction nécessitait une force extraordinaire, maintenue pendant plusieurs minutes. Il souligna également, et ce détail troubla particulièrement les enquêteurs, que les marques sur le crâne correspondaient parfaitement aux empreintes de 2 mains humaines, de taille exceptionnellement grande. Mais il y avait autre chose dans le rapport. Quelque chose que le médecin mentionna avec hésitation, comme s'il craignait de ne pas être cru. Les yeux de Fontaine, encore ouverts quand on découvrit le corps, portaient une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant dans sa longue carrière. Pas simplement de la terreur, quelque chose de plus profond. Une forme de compréhension ultime, comme si dans ces derniers instants, Fontaine avait enfin saisi quelque chose d'essentiel sur la nature du monde et de sa place dans celui-ci. Cela avait dû prendre du temps. Les os du crâne sont résistants. Il faut une pression énorme, soutenue, pour les briser de cette manière. Fontaine était probablement conscient au début. Il avait dû sentir chaque fissure se former, chaque os craquer. Il avait dû réaliser dans ces derniers instants ce qui lui arrivait. Et peut-être, dans ces moments ultimes, avait-il enfin compris ce que ses esclaves ressentaient chaque jour. L'impuissance absolue face à une force qui vous broie sans pitié. Quand tout fut terminé, Dayo resta agenouillé près du corps un long moment. Ses mains qui venaient d'accomplir l'irréparable, tremblaient légèrement. Elle les regarda dans l'obscurité, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Puis, lentement, elle se leva. Elle traversa la chambre, ses pas lourds résonnant sur le plancher. Elle passa devant un miroir accroché au mur et s'arrêta un instant. Dans le peu de lumière qui filtrait par la fenêtre, elle vit son reflet. Une géante, une meurtrière, une femme libre. Elle descendit l'escalier, ses mains effleurant la rampe, laissant des traces que personne ne remarquerait. Elle traversa le salon où Fontaine l'avait humiliée devant son frère. Elle passa devant le bureau où il tenait ses registres, où il calculait la valeur des vies humaines. Elle ouvrit la porte de la grande maison, cette porte qui lui avait toujours été interdite sauf pour servir. Elle sortit dans la nuit et marcha vers les quartiers des esclaves. Les silhouettes qui attendaient s'écartèrent pour la laisser passer. Personne ne dit un mot. Mais dans l'obscurité, elle sentit leur regard. Pas de jugement, pas de peur, quelque chose d'autre, de la reconnaissance peut-être, de la gratitude, de l'horreur aussi probablement, mais surtout de la compréhension. Une vieille femme, celle qu'il avait entendue murmurer son vrai nom dans son sommeil des mois auparavant, s'approcha. Elle tendit la main et toucha doucement le bras de Dayo. Puis, elle se détourna et rentra dans sa cabane. Une à une, les silhouettes disparurent. En quelques minutes, les quartiers des esclaves semblaient endormis, comme si rien ne s'était passé. Dayo entra dans sa cabane. Elle s'allongea sur son coin de sol, et elle ferma les yeux. Ses mains, posées sur sa poitrine, ne tremblaient plus. Au matin, quand le soleil se leva sur Belle-Rive, tout semblait normal. Les oiseaux chantaient, le fleuve coulait, les champs de canne ondulaient doucement dans la brise. La chaleur montait déjà, promettant une journée étouffante.
Ce fut Isabelle, une jeune domestique de 16 ans qui servait dans la grande maison, qui monta apporter le petit déjeuner à Fontaine comme chaque matin. Elle frappa à la porte de sa chambre. Pas de réponse. Elle frappa encore. Toujours rien. Inquiète, car le maître punissait sévèrement tout retard dans le service, elle poussa la porte. Ce qu'elle vit la fit hurler. Un hurlement qui résonna dans toute la maison, un cri de terreur pure qui fit accourir tous les occupants. Philippe Girard arriva le premier, suivi des autres domestiques. Ils s'arrêtèrent sur le seuil de la chambre, pétrifiés. Le corps de Fontaine gisait au centre de la pièce, dans une position tordue, contre nature. Mais c'était son visage, ou plutôt ce qu'il en restait, qui glaçait le sang. La tête était déformée, compressée, comme si quelque chose d'une force terrible l'avait broyé. Du sang avait coulé de ses oreilles, de son nez, de sa bouche. Ses yeux ouverts fixèrent le plafond, avec cette expression que le médecin décrirait plus tard comme une révélation ultime. Le chaos s'ensuivit. Isabelle s'évanouit. Un des domestiques vomit. Girard, gardant difficilement son sang-froid, ordonna qu'on n'entre pas dans la chambre et qu'on envoie immédiatement chercher les autorités à la Nouvelle-Orléans. Les contremaîtres, réveillés avec difficulté de leur sommeil étrangement profond, accoururent. Quand ils virent la scène, même ces hommes endurcis pâlirent. Luc Thierry, le contremaître qui avait autrefois tenté de fouetter Daillot, regarda le corps et murmura « C'est elle, c'est forcément elle ». Mais quand on lui demanda comment c'était possible, il ne put répondre. Dans les quartiers des esclaves, personne ne bougea. Tous restèrent dans leur cabane, silencieux. Les enfants, pour une fois, ne couraient pas. Les femmes ne chantaient pas en préparant la maigre bouillie du matin. Les hommes ne parlaient pas entre eux avant d'aller au champ. Un silence pesant, presque surnaturel, était tombé sur Bellerive. Quand les contremaîtres vinrent chercher Daillot, ils la trouvèrent exactement là où elle était censée être. Elle était allongée sur son coin de sol, les yeux fermés, apparemment endormie. Et autour de ses chevilles, intactes, se trouvaient les chaînes. Les mêmes chaînes qu'il avait retenues la nuit précédente. Thierry s'approcha avec méfiance. Il examina les chaînes. Elles étaient fermées, le cadenas verrouillé. Il vérifia l'anneau scellé dans le sol. Il n'avait pas bougé, solidement fixé comme le jour où il avait été installé. C'était impossible. Impossible qu'elle ait pu sortir. Debout, ordonna-t-il, sa voix moins assurée qu'il ne l'aurait voulu. Daillot ouvrit les yeux. Elle regarda Thierry, le même regard qu'elle lui avait lancé des mois auparavant, quand il avait tenté de la frapper. Ce regard qui disait « Je pourrais te briser si je le voulais ». Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus dans ce regard. Une question silencieuse. « Vas-tu me donner une raison ?» Thierry recula involontairement. Puis, se ressaisissant, il ordonna qu'on la détache et qu'on l'emmène pour interrogatoire. Daillot se leva sans résister. Elle était si grande qu'elle devait se baisser pour ne pas heurter le toit de la cabane. Elle sortit, encadrée par 3 contremaîtres armés qui semblaient minuscules à côté d'elle. Pendant qu'on l'emmenait, elle croisa le regard de plusieurs esclaves. La mère de Marie-Thérèse, qui la regardait avec un mélange de terreur et de gratitude. La vieille femme qui connaissait son vrai nom, qui hocha imperceptiblement la tête. Les enfants qui se cachaient derrière leur mère, les yeux écarquillés. Tous avaient compris que quelque chose d'irréversible venait de se passer, que rien ne serait plus jamais comme avant. L'enquête qui suivit fut une farce, mais une farce jouée avec le plus grand sérieux. Les autorités coloniales de la Nouvelle-Orléans envoyèrent un magistrat, un homme nommé Claude Bertrand, pour déterminer ce qui s'était passé. Bertrand était un homme méticuleux, connu pour sa rigueur et son intégrité. Il arriva à Bellerive 3 jours après la mort de Fontaine, accompagné d'un greffier, d'un médecin légiste et de 4 soldats. Sa première action fut d'ordonner que personne ne quitte la plantation. Tous les habitants, blancs et esclaves, furent consignés à Bellerive jusqu'à la fin de l'enquête. Il fit sceller la chambre où Fontaine était mort et commença ses interrogatoires méthodiques. Les contremaîtres furent les premiers questionnés. Luc Thierry raconta sa nuit, comment il s'était endormi tôt, chose inhabituelle pour lui qui souffrait généralement d'insomnie.
Il avait dormi d'un sommeil profond, sans rêve, et s'était réveillé avec un mal de tête lancinant et la bouche sèche. Les deux autres contremaîtres rapportèrent des expériences similaires. Bertrand nota ces détails avec intérêt. Il fit analyser les restes de rhum trouvés dans leur quartier. Le médecin détecta des traces de valériane et de pavot, des substances connues pour induire un sommeil profond. « Qui vous a servi à boire cette nuit-là » demanda Bertrand. Les contremaîtres ne se souvenaient pas précisément. C'était toujours quelqu'un des cuisines qui apportait leur ration quotidienne. Ils ne prêtaient jamais attention à qui exactement. Pour eux, tous les esclaves se ressemblaient. Bertrand interrogea ensuite les domestiques de la grande maison. Isabelle, la jeune fille qui avait découvert le corps, était encore traumatisée. Elle tremblait en parlant, ses mots sortant par saccades. Elle décrivit ce qu'elle avait vu, cette chose qui avait autrefois été son maître. Bertrand nota que plusieurs détails dans sa description correspondaient à une mort par compression crânienne sévère. Les autres domestiques confirmèrent que toutes les portes de la maison étaient verrouillées le soir précédent. C'était la routine. Chaque soir, Philippe Girard faisait le tour de la maison, vérifiant chaque accès. Cette nuit-là n'avait pas été différente. Pourtant, au matin, la porte principale était déverrouillée. Pas forcée, pas brisée. Simplement déverrouillée. « Qui possède les clés » demanda Bertrand. « Le maître en avait un jeu » répondit Girard. « Et moi, j'en ai un autre. »« Et où étaient vos clés cette nuit-là » ?»« Accrochées à ma ceinture comme toujours. Je dors avec. » Bertrand demanda à voir ses clés. Elles étaient là, toutes présentes. Aucune copie ne semblait manquer. Pourtant, quelqu'un avait ouvert cette porte. Le médecin légiste, un homme du nom de François Dubois, présenta ensuite son rapport. Il avait examiné le corps avec minutie. Les conclusions étaient troublantes. La mort remontait à environ 3 heures du matin selon la rigidité cadavérique et la température corporelle. La cause était sans équivoque. Un traumatisme crânien massif résultant d'une compression externe. « Avec quoi a-t-il été frappé » demanda Bertrand. « Ce n'est pas une frappe » répondit Dubois lentement. « C'est une compression. Regardez les marques. » Et il montra des croquis détaillés qu'il avait faits. Sur le crâne de Fontaine, on distinguait clairement les empreintes de 2 mains. 10 doigts. Les pouces sur les tempes, les autres doigts répartis sur le haut du crâne. Les marques étaient profondes, imprimées dans l'os brisé. « J'ai mesuré ces empreintes » continua Dubois. La distance entre le pouce et l'auriculaire dépasse de loin celle d'une main masculine normale. Nous parlons de mains d'une taille exceptionnelle et la force nécessaire. Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Messieurs, j'ai examiné des victimes de chute de cheval, d'écrasement par des machines, de coups de sabot de bœuf. Ce que je vois ici dépasse tout cela. Le crâne n'a pas simplement été brisé, il a été méthodiquement compressé, réduit, comme on écraserait un fruit trop mûr. Le silence qui suivit fut pesant. Tout le monde dans la pièce pensait la même chose, mais personne ne voulait être le premier à le dire. Ce fut Thierry qui craqua. « C'est la géante. » lâcha-t-il. « C'est forcément elle. Daillot. Regardez la taille de ses mains. Elle est la seule capable de faire ça. » Bertrand hocha lentement la tête. « Amenez-la. » Quand Daillot entra dans la pièce où se déroulait l'enquête, transformée en tribunal improvisé, le contraste était saisissant. Elle devait se baisser pour passer la porte. Debout, elle dominait tout le monde, même Bertrand qui mesurait pourtant 1,80 m. Le magistrat l'observa longuement avant de parler. « Assieds-toi » ordonna-t-il finalement. Daillot s'assit. Même assise, elle était imposante. Ses mains, posées sur ses genoux, semblaient immenses. Bertrand demanda qu'on lui apporte les croquis de Dubois. Il les plaça à côté des mains de Daillot. La correspondance était troublante. « Dis-moi ce qui s'est passé la nuit du 21 novembre, » dit Bertrand. Daillot répondit d'une voix calme, son français maintenant plus assuré qu'à son arrivée. Elle raconta comment elle avait été enchaînée dans sa cabane, comment elle s'était allongée et avait dormi, comment elle s'était réveillée au matin quand les contremaîtres étaient venus la chercher. C'était tout. Tu n'as rien entendu? Aucun cri? Non, maître. Les chiens ont hurlé cette nuit-là. Tu ne les as pas entendus?
Je dormais profondément, maître. Montre-moi tes mains. Dayo tendit ses mains. Dubois les examina avec attention, utilisant une loupe pour inspecter chaque centimètre de peau. Rien. Pas de traces de sang, même sous les ongles. Pas d'écorchure, pas de contusion. Rien qui suggère qu'elles avaient été utilisées pour écraser un crâne quelques jours auparavant. Comment expliques-tu cela? Demanda Bertrand, montrant les croquis. Ces empreintes correspondent parfaitement à tes mains. Je ne peux pas expliquer, maître. Je n'étais pas là. Mais tu étais enchaîné. Montre-moi comment tu aurais pu sortir. On amena les chaînes. Bertrand les examina lui-même. Le cadenas fonctionnait parfaitement. Aucun signe de crochetage. Les maillons étaient intacts. Aucune marque de scie ou de lime. Il essaya de les ouvrir sans la clé. Impossible. Il demanda où était conservée la clé. Dans le trousseau de Girard, avec toutes les autres. Bertrand se rendit ensuite personnellement dans la cabane où Dayo avait été retenu. L'anneau scellé dans le sol était solidement fixé. Il essaya de le bouger. Rien. Il fit venir un des contremaîtres les plus forts et lui demanda de tirer sur les chaînes de toutes ses forces. L'homme s'exécuta, son visage devenant rouge avec l'effort. L'anneau ne bougea pas d'1 millimètre. Et si elle avait de l'aide, suggéra quelqu'un. Les autres esclaves? Bertrand interrogea tous les occupants de la cabane de Dayo. 8 femmes au total. Toutes jurèrent que Dayo n'avait pas quitté son coin de la nuit. Elles affirmèrent l'avoir entendu respirer régulièrement, dormir paisiblement. Bien sûr, elles pouvaient mentir. Mais toutes? Et pourquoi risqueraient-elles leur vie pour protéger quelqu'un? L'enquête se poursuivit pendant 3 semaines. Bertrand interrogea chacun des 163 esclaves de Bellerive. Tous racontèrent la même version. Cette nuit-là, ils avaient dormi. Personne n'avait rien vu, rien entendu. Oui, ils savaient que Dayo était enchaînée. Non, ils ne savaient pas comment elle aurait pu sortir. Non, ils ne l'avaient pas aidée. Bertrand essaya différentes approches. Il interrogea les esclaves séparément, espérant trouver des contradictions. Il n'en trouva aucune. Il offrit la liberté à celui qui parlerait. Personne ne parla. Il menaça de punition collective. Les esclaves baissèrent les yeux, mais ne changèrent pas leur version. Le magistrat était confronté à une impossibilité logique. Tout suggérait que Dayo avait tué Fontaine. Les empreintes correspondaient. Elle avait un mobile. Tout le monde le savait. Fontaine avait menacé de vendre l'enfant qu'elle avait sauvé. Il prévoyait de vendre Dayo elle-même. Elle avait toutes les raisons de vouloir sa mort. Mais comment? Comment avait-elle brisé des chaînes qui n'étaient pas brisées? Comment était-elle sortie d'une cabane sans réveiller les 8 autres femmes qui y dormaient? Comment avait-elle traversé la cour sans que les chiens n'aboient, alors qu'ils aboyaient pour tout et n'importe quoi habituellement? Comment avait-elle ouvert les portes de la grande maison sans les clés? Comment était-elle montée à l'étage, entrée dans la chambre de Fontaine? Et comment était-elle revenue, le tout sans laisser la moindre trace? Et pourquoi les contremaîtres avaient-ils tous dormi si profondément cette nuit-là? Qui avait drogué leur boisson? Si c'était une conspiration impliquant plusieurs esclaves, pourquoi aucun ne parlait? Bertrand passa des nuits entières à réfléchir à ces questions. Il relisait ses notes, cherchant l'élément qui leur aurait manqué. Il finit par développer plusieurs théories. Peut-être que quelqu'un d'autre, un esclave de taille normale, avait tué Fontaine et arrangé les preuves pour faire accuser Dayo. Mais pourquoi? Et comment aurait-il reproduit ces empreintes avec une telle précision? Peut-être que Fontaine avait été tué ailleurs et son corps transporté dans sa chambre. Mais le médecin avait trouvé des traces de sang qui prouvaient qu'il était mort sur place. Les éclaboussures correspondaient à la position du corps. Peut-être que les chaînes avaient été ouvertes avec une copie de la clé, puis refermées après. Mais où aurait-il obtenu cette copie? Et surtout, pourquoi prendre le risque de la remettre? Ils auraient pu simplement briser les chaînes et fuir. Chaque théorie se heurtait à un mur d'impossibilité. Au bout de 3 semaines, épuisé, Bertrand convoqua une dernière fois tous les acteurs de ce drame, les contremaîtres, les domestiques, Girard, Dubois et Dayo.
Il prit la parole, sa voix trahissant sa frustration. « J'ai mené des centaines d'enquêtes dans ma carrière, dit-il. J'ai résolu des crimes que mes collègues considéraient insolubles, mais ce cas me dépasse. Toutes les preuves pointent vers vous. » Il regarda Dayo. « Et pourtant, il n'existe aucun moyen rationnel par lequel vous auriez pu commettre ce crime. C'est comme si... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « C'est comme si la réalité elle-même s'était pliée pour permettre l'impossible. » Il secoua la tête, comme pour chasser une pensée absurde. Sans preuve concrète, sans témoignage fiable, sans explication cohérente de comment le crime a été commis, je ne peux pas condamner quelqu'un. Le droit français, même ici en Louisiane, exige des preuves. Je n'en ai pas. Pas de preuves utilisables devant un tribunal. Il regarda de nouveau Dayo. « Tu es libre de toute accusation formelle, mais sache que je ne crois pas un mot de ce que tu m'as dit. Je sais que tu mens. Je sais qu'ils mentent tous pour te protéger. Mais je ne peux pas le prouver. » Dayo ne dit rien. Elle se contenta de le regarder, et dans ce regard, Bertrand vit quelque chose qui le hanterait le reste de sa vie. Pas de la culpabilité, pas de la peur, quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Le verdict fut rendu officiellement le 15 décembre 1785. La mort d'Augustin Fontaine demeurait un mystère inexpliqué. Aucune accusation ne serait portée. L'affaire était close, mais personne à Bellerive n'était dupe. Tout le monde savait, et cette connaissance créa une tension insupportable. Les Blancs regardèrent les esclaves avec une méfiance nouvelle, une peur qu'ils essayaient de cacher, mais qui était palpable. Les esclaves, de leur côté, avaient changé. Il y avait dans leur attitude quelque chose de différent. Pas de l'insolence ouverte, mais une forme de confiance nouvelle, comme s'ils avaient découvert qu'ils n'étaient pas aussi impuissants qu'on le leur avait fait croire. Édouard Fontaine, qui avait hérité de la plantation, arriva de la Nouvelle-Orléans, où il avait attendu la fin de l'enquête. Quand il vit Dayo, il pâlit visiblement. C'était la première fois qu'il la revoyait depuis sa visite de septembre, cette visite où il avait tenté de la toucher et où elle avait reculé. Il se souvenait de l'avertissement qu'il avait donné à son frère. Un animal qu'on pousse trop loin finit toujours par mordre. Son frère n'avait pas écouté. Et maintenant, il était mort. Édouard était dans une position impossible. S'il accusait Dayo publiquement et la faisait exécuter sans preuve, il risquait de déclencher une révolte. Les révoltes d'esclaves étaient la terreur de tous les planteurs de Louisiane. On racontait encore celle de 1811, où des centaines d'esclaves s'étaient soulevés, tuant plusieurs Blancs avant d'être massacrés. 163 esclaves contre une poignée de Blancs, si tous décidaient de se battre, le résultat serait un bain de sang. Mais s'il ne faisait rien, s'il la gardait à Bellerive, comment pourrait-il dormir tranquille? Comment pourrait-il vivre dans la même plantation que cette femme qui avait probablement écrasé le crâne de son frère avec ses mains nues? Édouard passa une semaine à Bellerive, une semaine d'angoisse durant laquelle il ne dormit presque pas. Chaque bruit le faisait sursauter. Il vérifia 10 fois les verrous de sa porte chaque soir. Il garda un pistolet chargé sous son oreiller. Et chaque jour, il voyait Dayo travailler dans les champs, cette silhouette massive qui se détachait sur le ciel de Louisiane. Et il sentait la peur lui nouer l'estomac. Finalement, il prit une décision qui surprit tout le monde. Il ne tuerait pas Dayo. Il ne la garderait pas non plus. Il la vendrait, mais pas à une autre plantation où elle pourrait recommencer. Pas à un négociant qui la revendrait localement. Il la vendrait à un homme qu'il avait rencontré à la Nouvelle-Orléans, un certain Jean-Baptiste Renard, qui dirigeait une troupe de curiosités itinérantes. Les derniers documents concernant Dayo datent d'avril 1786. Un registre note son transfert à la troupe Renard et Fils, exhibitions diverses. Après cela, plus rien. Les archives de cette troupe, si elles ont jamais existé, ont disparu. Certains récits non vérifiés mentionnent une femme géante exhibée dans des foires dans les années suivantes, à Charleston, à Philadelphie, même à Boston. Mais aucun nom n'est donné, aucune confirmation. Ce que l'on sait avec certitude, c'est ce qui advint de Bellerive.
Édouard Fontaine essaya de continuer à gérer la plantation, mais quelque chose s'était brisé. Les esclaves travaillaient, mais avec une lenteur calculée. Les accidents se multipliaient, les récoltes diminuaient, les contremaîtres quittaient leur poste, effrayés, parlant d'atmosphère malsaine. En 1788, Édouard vendit Bellerive. Il retourna en France avec ce qui restait de la fortune familiale. La plantation changea plusieurs fois de propriétaire durant les décennies suivantes. Chacun rencontra les mêmes problèmes. En 1820, Bellerive fut abandonnée. Les bâtiments tombèrent en ruine. La nature reprit ses droits. Marie-Thérèse, l'enfant qui devait être vendue, grandit à Bellerive sous la direction des nouveaux propriétaires. À 20 ans, elle fut affranchie, circonstance inhabituelle dont la raison n'est pas claire dans les archives. Elle vécut le reste de sa vie à la Nouvelle-Orléans, où elle tint une petite boutique. Elle se maria, eut des enfants. Avant de mourir en 1852, elle raconta à ses petits-enfants une histoire. L'histoire d'une femme géante qui l'avait sauvée quand elle était enfant. Une femme qui avait été plus forte que tous les maîtres du monde. Ses descendants conservèrent cette histoire. Elle fut transmise de génération en génération, devenant avec le temps à moitié légende, à moitié souvenir. Dans certaines versions, Dayo devenait une sorcière dotée de pouvoirs magiques. Dans d'autres, une guerrière africaine qui avait combattu 100 hommes. Mais au cœur de chaque version restait la même vérité essentielle. Elle avait résisté. Elle avait refusé d'être brisée. Et une nuit, elle avait fait payer le prix. Les archives coloniales de Louisiane, aujourd'hui conservées à Bâton Rouge, contiennent encore le rapport complet de Claude Bertrand sur la mort d'Augustin Fontaine. Le document, jauni par le temps, décrit les circonstances du décès, l'enquête méticuleuse, l'absence de conclusion définitive. À la dernière page, écrite d'une main visiblement tremblante et ajoutée plusieurs jours après le rapport officiel, Bertrand a noté une réflexion personnelle qui n'était pas destinée à être lue publiquement, mais qui fut conservée dans le dossier. Le 20e décembre 1785. Je termine ce rapport avec un sentiment d'échec que je n'ai jamais connu auparavant. J'ai vu beaucoup de crimes dans ma carrière. J'ai vu des hommes tués pour l'argent, pour la passion, pour la folie. J'ai vu la cruauté, la cupidité, la perversion. Mais je n'ai jamais rien vu comme cela. Si cette femme a fait ce dont tous l'accusent, elle l'a fait avec une volonté et une capacité qui dépassent ma compréhension. Comment a-t-elle brisé des chaînes qui ne sont pas brisées? Comment est-elle entrée dans une maison verrouillée? Comment a-t-elle échappé à toute détection? Et si elle ne l'a pas fait, alors comment expliquer ce qui s'est passé? Un homme ne meurt pas de cette manière seul dans sa chambre verrouillée. Un crâne ne s'écrase pas de lui-même, les empreintes de ses mains sont là, indéniables, dans l'os brisé. J'en suis venu à une conclusion troublante. Peut-être que certaines injustices sont si grandes, si fondamentales, que la réalité elle-même doit se plier pour les corriger. Peut-être que quand on pousse un être humain au-delà de toute limite supportable, quand on nie son humanité de manière si totale, quelque chose se produit qui échappe aux lois normales du monde. Pas de la magie, pas du surnaturel, mais quelque chose d'aussi inexplicable. Ou peut-être que je deviens fou. Peut-être que des années passées à enquêter sur les horreurs de l'esclavage ont finalement brisé quelque chose en moi. Peut-être que je veux croire qu'elle l'a fait, qu'elle a trouvé un moyen. Parce que sinon, comment puis-je continuer à vivre dans un monde où de telles injustices existent sans conséquence? Je ne sais plus. Je sais seulement que je vais clore cette affaire et ne plus jamais y penser. Parce que si j'y pense, si je continue à chercher une explication rationnelle, je sens que je vais perdre la raison. Certaines choses, peut-être, ne doivent pas être comprises. Certains mystères doivent rester mystères pour le bien de notre santé mentale. Que Dieu ait pitié de nous tous. Ce document existe. On peut le consulter. Et c'est peut-être cela le plus troublant. Pas que l'histoire soit vraie, mais qu'elle pourrait l'être. Que quelque part dans les archives poussiéreuses d'une histoire officielle qui préfère oublier, se cache la trace d'une femme qui refusa d'être brisée.
Voilà l'histoire de celle qu'on appelait la fille de Goliath. Une femme dont le vrai nom était peut-être Dayo, dont la vie fut volée, qui fut achetée et vendue comme du bétail, mais qui, une nuit, devint quelque chose de plus. Quelque chose que même ses oppresseurs ne pouvaient pas contrôler. Était-elle coupable? Les preuves matérielles disent non. La logique dit que c'est impossible. Pourtant, tout le monde savait. Tout le monde sait encore, d'une certaine manière, par les histoires qui ont été transmises. La vérité se trouve peut-être quelque part entre les deux, dans cet espace où l'histoire officielle et la mémoire populaire se rencontrent sans jamais tout à fait s'accorder. Que pensez-vous qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là à Belle-Rive? Croyez-vous que Dayo a trouvé un moyen de briser ses chaînes sans laisser de traces? Pensez-vous qu'il existe, dans les moments de désespoir absolu, des capacités humaines qui dépassent ce que nous comprenons? Ou croyez-vous que cette histoire entière n'est qu'une légende, une fable créée pour donner de l'espoir à ceux qui n'en avaient pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires oubliées ou enterrées de l'histoire. Et si vous avez trouvé cette histoire troublante, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a donné des frissons, partagez-la avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les zones d'ombre, où le passé cache encore ses secrets les plus sombres. L'histoire de Dayo ne finit pas vraiment avec sa disparition des archives. Elle continue, transmise de bouche à oreille, transformée, réinventée, mais toujours porteuse du même message. Il existe des limites à ce qu'un être humain peut endurer. Et quand ces limites sont dépassées, quelque chose se brise. Ou plutôt, quelque chose se libère, quelque chose d'à la fois terrifiant et magnifique. Quelque chose qui nous rappelle que l'esprit humain, même écrasé, même enchaîné, même réduit en esclavage, ne peut jamais être complètement détruit. Et peut-être, au final, c'est cela, la vraie terreur de cette histoire. Pas ce qui s'est passé dans cette chambre une nuit de novembre, mais la certitude que cela aurait pu se passer. Que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des milliers, des millions de Dayo, des gens poussés au-delà de toute limite, et que nous ne saurons jamais combien d'entre eux ont trouvé leur propre manière de se libérer, dans l'ombre, loin des regards, dans les interstices de l'histoire officielle. Les documents sont là, les faits sont là, les questions restent sans réponse. Et c'est ainsi que les meilleures histoires de terreur fonctionnent, n'est-ce pas? Pas en nous montrant des monstres imaginaires, mais en nous faisant réaliser que les monstres les plus effrayants ont toujours été humains, et que parfois, très rarement, leurs victimes trouvent un moyen de les arrêter.